Alors attends, tu me dis que là, leurs fusils sont plus mortels. Ouais, c'est ça. Bon bah, si on attaque en étant vraiment nombreux, ça devrait passer. Non, c'est plus possible, là, il faut arrêter. Mais si, je te dis que ça passe. Ah non, mais crois-moi, tu as... Chargez! T'avais raison, ça passait pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la masse, ou plutôt de la perte d'effet de la masse, et donc de son intérêt, à travers la bataille de Fredericksburg. Elle a eu lieu en décembre 1862, durant la guerre de sécession, en opposant les troupes confédérées du Sud et les troupes unionistes du Nord des États-Unis. Cette vidéo est le deuxième épisode d'une série de 5. Je vous invite à aller voir la première sur Sedan si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, nous y discutions de l'explosion de la létalité du feu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et aujourd'hui, nous allons en voir les conséquences tactiques directes. Mais bien évidemment, nous allons commencer par un peu de contexte pour la bataille. Et avec elle, il faut parler de la guerre de sécession en tant que telle. Et là, on a énormément de pain sur la planche. Parce que contrairement à l'idée communément admise, cette dernière ne s'est pas déclarée seulement du fait de l'abolition de l'esclavage. Elle a des origines plus profondes. Certes, cette raison deviendra assez centrale par la suite, mais il faut comprendre que le contexte socio-économique états-unien ne se résume pas à l'esclavage. Déjà, il nous faut définir les protagonistes pour mieux comprendre les enjeux. Les États du Nord, dits unionistes, sont des États où le capitalisme industriel et financier est bien installé. Au contraire, les États du Sud, dits confédérés, sont plus ruraux, à l'économie plus orientée vers la production de matières premières. Certes, il nous faudrait éviter d'y passer trop de temps, mais il m'apparaît que cette raison pro- ou anti-esclavage cache bien des aspects qui expliquent la durée et l'engagement de cette guerre. Donc permettez-moi de m'y arrêter un instant. Premier point, la différence d'économie entre un Nord industriel et un Sud agraire mène à une différence de politique marchande centrale. Pour permettre à son industrie et à ses capitaux de se développer, les élites du Nord ont une approche plutôt protectionniste et prônent des tarifs douaniers importants. En empêchant les marchandises bon marché d'Europe, dont l'industrie est déjà productive, d'entrer, le Nord se réserve un marché intérieur pour pouvoir se développer. Le Sud, en revanche, base sa puissance sur la vente de matières premières chères à l'international. Ils sont donc libre-échangistes et prônent l'absence de tarifs douaniers pour s'ouvrir à l'international. Mais on peut aussi noter que les politiques économiques du Nord, qui tendent à s'imposer au niveau fédéral, sont une malédiction pour l'économie du Sud et ses élites. Ce qui explique pourquoi le Sud a pu faire sécession aussi facilement. Le conflit était politique et opposait deux élites aux intérêts divergents. D'ailleurs, la sécession est déclarée par des États du Sud après l'élection d'Abraham Lincoln, qui avait certes promis d'interdire l'esclavage au niveau fédéral, mais qui était surtout un protectionniste avéré, bien représentatif des volontés politiques et commerciales du Nord. Notons également que dans l'Union restèrent plusieurs États esclavagistes, mais plus orientés vers l'industrie et le protectionnisme. Et si on devait pousser plus loin, on pourrait soulever que l'antagonisme entre le Nord et le Sud remonte jusqu'à la Constitution des États-Unis, qui fait de ce pays une fédération et non une confédération. La nuance est à comprendre ainsi. Une confédération est une union d'États qui, à travers plusieurs traités, délègue des compétences à des entités censées les coordonner. Une fédération, en revanche, est un État d'union, c'est-à-dire qu'il existe un État central qui concentre des compétences, notamment souveraines. Dans les faits, ce sont les institutions qui ont un comportement fédéral ou confédéral, selon qu'ils respectent ou non la souveraineté internationale des États formant l'Union. Et à l'époque de la signature de la Constitution, qui s'est faite après la guerre d'indépendance, bien des États du Sud, qui avaient une tradition politique plus indépendante, on peut apprécier le fait que les États-Unis deviennent une fédération plus centralisatrice. Ce qui explique pourquoi ils forment une confédération lors de leur sécession, mais également pourquoi le Nord ne conçoit pas une telle séparation unilatérale. Toujours est-il qu'en février 1861, une partie des États du Sud déclarent leur indépendance et seront rejoints par d'autres États petit à petit. Mais il faudra attendre avril pour que la guerre soit déclarée, avec une attaque surprise des troupes confédérées contre le fort Sumter.
Bon, dans les faits, les deux camps ont précipité une grande levée d'armée car ils partaient de loin, ce qui explique cette suspension de quelques mois. En fait, en 1860, l'armée états-unienne ne dépasse pas 15 000 hommes. Certes, elle a des officiers qui se sont fait leurs armes durant la guerre américano-mexicaine, mais le fait est qu'elle n'est pas opérationnelle. Le Nord bénéficie d'un avantage démographique et industriel écrasant. Aussi ne s'inquiète-t-il pas plus que ça et lève une armée de conscription. Le Sud, en revanche, sait qu'il va devoir composer avec des ressources et une démographie limitée, mais il va s'avérer bien plus résistant et combatif que prévu. Si l'année 1861 met en place les différents théâtres d'opération du conflit, les unionistes parviennent à menacer la capitale confédérée de Richmond, mais sont finalement repoussés. Le général sudiste Robert E. Lee va même pousser son avantage en attaquant durant une campagne dans le Maryland qui se terminera par la bataille d'Antietam, durant laquelle il est repoussé. La guerre s'est enlisée, et en septembre 1862, cette espèce de statu quo déplaît à Abraham Lincoln qui voudrait remotiver les civils et menacer à nouveau Richmond. La guerre de sécession est alors marquée par plusieurs théâtres d'opération. Plusieurs combats ont lieu en Californie. Le Mississippi et les États de l'Ouest sont très disputés, à travers campagne et contre-campagne. Le Nord, grâce à sa domination totale des mers, met en place un blocus maritime pour étouffer l'économie des Confédérés. Mais ce qui nous intéresse, c'est le théâtre oriental. En novembre 1862, l'armée unioniste du Potomac est face à celle de Lee et de Jackson. Elle est en protection de Washington, mais Abraham Lincoln, désirant une victoire, change le général pour mettre Burnside à la place et lui demande explicitement de passer à l'offensive. En fait, Richmond n'est pas si loin de Washington. Menacer rapidement la capitale confédérée peut redonner l'initiative aux unionistes, d'autant plus que ces derniers ont une armée de réserve au nord. Sachant l'armée du Potomac bien plus grande que celle des Confédérés, sa principale difficulté est de lui faire traverser un espace rempli de rivières. C'est à Fredericksburg que Burnside veut faire traverser son armée. Il veut prendre cette ville peu gardée par surprise pour ensuite s'ouvrir la route vers Richmond. Il s'élance et réclame à l'administration du génie que des pontons soient apportés sur la zone. Son mouvement prend par surprise Lee, qui comprend vite que laisser passer l'armée du Potomac à Fredericksburg serait extrêmement dangereux. Il s'élance tout en demandant à Jackson de venir lui prêter main forte. En effet, l'armée du Potomac est forte de 120 000 hommes, quand Lee n'en compte que 40 000. Heureusement pour lui, du temps lui est offert. Si l'armée du Potomac arrive à Fredericksburg rapidement, les pontons, eux, ont presque 2 semaines de retard, permettant à Lee et à Jackson de s'installer dans une posture défensive. Lee se positionne face à la ville en amont et Jackson couvre le sud sur les collines. De manière assez inattendue, les unionistes placent 2 pontons en face de la ville et un autre au sud. Ils ne cherchent donc pas à débarquer du côté des ailes des Confédérés, mais plutôt sur leur position directement. Les 11 et 12 décembre, l'armée du Potomac traverse la rivière du Rappahannock, non sans mal du fait de la présence de troupes dans la ville qui ne seront repoussées qu'après un bombardement d'artillerie intense et des combats de rue longs. La bataille va ensuite se diviser en 2 fronts, celui de Lee à l'ouest et celui de Jackson au sud. Inutile de dire que dans le camp sécessionniste règne une certaine panique. Certes, l'arrivée de Jackson leur permet de compter 72 000 hommes à opposer aux 120 000 de l'armée du Potomac, mais le rapport de force leur reste très défavorable. Pour éviter de se désorganiser à travers un combat de rue que personne ne maîtrise et qui leur est mis à la merci de l'artillerie adverse, Lee décide de prendre du recul et de prendre une position défensive sur les collines. Fort heureusement pour lui, les manœuvres de Burnside sont très simplistes, pour ne pas dire naïves. Ce dernier ne cherche qu'à percer la ligne adverse en attaquant sur 2 points simultanément. Au nord, les Confédérés sont en ligne derrière un petit muret sur les Mary's Heights. Malgré une ligne fine au sud faisant le lien entre Lee et Jackson, Burnside préfère briser la position dominante sur Mary's Heights et envoie coup sur coup pas moins de 4 divisions se confronter au dispositif confédéré. Mais le feu concentré de ce dernier combiné à un appui d'artillerie efficace repousse chacun de ses assauts sans aucun corps à corps. Bon, la manœuvre n'est pas des plus malines, mais on parle quand même d'assauts de formation très serrés, engageant entre 3 et 10 000 hommes. Dans une dernière tentative, les nordistes organisent une ligne de 3 divisions pour appliquer une plus forte pression sur la ligne ennemie. Mais malgré l'assaut d'une brigade dans le même temps, il n'y a rien à faire. Bien retranchées et efficaces au tir, les troupes confédérées repoussent cette attaque. Bon, ça c'est le déroulé au nord. Simultanément, au sud, plusieurs assauts sont menés contre l'armée de Jackson. Avec des résultats assez similaires. Mieux organisées, les troupes unionistes mènent un assaut coordonné. Certes, leur tentative de passer par la gauche confédérée est découverte et contrée par une réorganisation de la ligne.
mais les unionistes attaquent simultanément 3 points de la ligne, dont un en passant à travers un marais non gardé par les sudistes. Cette attaque permet d'enfoncer une tête de pont dans la ligne défensive, mais n'est pas exploitée. En effet, aucune troupe n'est envoyée pour renforcer cette position. En face, en revanche, Jackson envoie toutes ses réserves. Dans le même temps, il réorganise sa ligne pour éviter d'être déséquilibré par la situation. Sa contre-attaque contre des troupes déjà fatiguées par leur assaut repousse les unionistes qui doivent lâcher la totalité de leur gain de terrain. Jackson peut alors récupérer sa position initiale. Les combats se terminent avec la venue de la nuit. Si les unionistes restent présents encore 2 jours, ils ne tentent plus aucune attaque. La nuit du 15 au 16 décembre, Burnside fait retraverser la rivière à son armée. La bataille est terminée. C'est une victoire écrasante pour les Confédérés qui souffrent 5000 pertes contre 12 000 du côté des unionistes, malgré un très fort désavantage numérique. C'est un coup d'arrêt à la volonté de Lincoln d'en finir rapidement en prenant Richmond. La guerre durera encore 2 années et demie. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur cette bataille. Par contre, il nous faut en décrypter les leçons. Bon, déjà, pourquoi de tels assauts frontaux? Ils n'avaient absolument aucune chance, cela relève de l'amateurisme. Alors oui, on va pas se le cacher, la manœuvre n'était pas des plus malines. Elle a ignoré les faiblesses de la ligne des Confédérés et s'est même concentrée sur ses points forts, et aucune attaque de flanc n'a été véritablement tentée. C'est clair qu'il y avait autre chose à faire. Mais il ne faut pas non plus se tromper. Ce type d'attaque frontale n'a rien d'absurde si on prend en compte la culture des officiers états-uniens de l'époque. En fait, quand on observe la guerre de sécession, on remarque que pendant un long moment, les tactiques employées sont carrément napoléoniennes. Si les États-Uniens aimeraient faire de la guerre de sécession la première guerre contemporaine, Par son emploi de nouveaux moyens technologiques comme le chemin de fer ou le télégraphe, et par son aspect industriel. il faut plutôt la lire comme la dernière guerre napoléonienne. Dans son approche tactique et stratégique, ses manœuvres, et aussi par la définition du rôle de l'artillerie, de la cavalerie et surtout de l'infanterie. Et pendant les guerres napoléoniennes, attaquer frontalement mais en masse n'avait rien d'absurde, puisque la faible létalité du feu n'arrivait pas nécessairement à briser l'élan d'une telle formation. Attaquer à entre 3 et 10 000 en visant le contact, c'était passer moins de 5 minutes sous un feu peu létal, pour finalement enfoncer la ligne adverse et assez aisément la briser. Tant et si bien d'ailleurs que souvent les lignes se retiraient pour éviter ce contact trop à leur désavantage. En fait, il y a véritablement un dilemme tactique à décider entre la ligne et la colonne, ou, comme je vous en ai déjà parlé, l'ordre mince et l'ordre profond. Le premier permet de maximiser la puissance de feu, mais est facile à percer, tandis que le second concentre la force d'impact, mais implique de devoir subir pendant un premier temps avant de faire effet. Mais en bref, la masse offensive bien dirigée pouvait parfaitement casser le dispositif adverse, créant un gouffre dans lequel vos troupes pouvaient s'élancer et forcer l'adversaire à devoir se replier. Et sans même parler de colonne d'attaque, il était possible de venir affronter le feu de l'adversaire pour lui imposer le sien. Ce qui dégénérait alors en duel de tir, volée après volée, bras de fer plus moral que matériel, puisque c'est la première unité qui craque qui perd véritablement plus et qui risque de se faire charger dans sa fuite. Dans ce cas, l'attaquant a le désavantage de devoir subir le feu pendant sa mise en place et a souvent une position défavorable. Mais encore une fois, ça se limitait à 1 ou 2 volées qui n'étaient pas si efficaces. Mais en 1862, la létalité du feu dont nous avons discuté à propos de Sedan a déjà bien explosé. Certes, on n'en est pas à un niveau comparable à celui de Sedan, carrément capable d'arrêter une charge de cavalerie. Mais il était devenu carrément impossible de maintenir la cohérence d'une unité d'infanterie sous le feu pendant plus de 10 minutes. Oui, parce que l'artillerie n'était pas encore trop révolutionnée. Par contre, on peut parler de plusieurs innovations pour les fusils qui les rendaient bien plus efficaces. Si le chargement se faisait encore par la bouche, les fameuses balles miniées utilisées avec le fusil Springfield 1861, le plus répandu dans le conflit, étaient déjà adaptées à des fusils rayés et venaient avec leurs cartouches, rendant le chargement plus simple à effectuer. On peut également parler des chiens de fusil, qui ne créent plus l'étincelle avec la percussion d'une platine à silex, mais avec l'écrasement d'une capsule remplie de fulminate de mercure, réduisant les risques d'échec au tir. Avec toutes ces innovations, la cadence de tir n'augmente pas, mais on double la distance à laquelle on peut toucher l'adversaire, avec des balles avec un plus grand pouvoir vulnérant. Bref, la masse est devenue totalement obsolète. Rester sous le feu en ordre serré dans un but offensif est devenu impossible. Ce qui fait que ce choix offensif, qui pouvait être justifié par le grand surnombre des nordistes, nous paraît particulièrement aberrant. Sauf que les commandants de l'époque n'ont pas nécessairement conceptualisé cette nouveauté, et il leur faut du temps pour trouver des alternatives afin de ne pas abandonner tout espoir d'être offensif. Et encore une fois, c'est la manœuvre qui doit venir compenser cette nouvelle donnée. En effet, ce n'est qu'en menaçant les flancs ou les arrières
ou bien en perturbant la totalité du dispositif adverse, que l'on rend une position intenable et que l'on force au repli. Car dans l'affaire, il ne faut pas oublier que l'attaquant est également doté de cette nouvelle puissance de feu. La nouvelle tactique ne consiste donc plus à percer par un corps à corps ou un échange de feu à votre avantage, mais à obtenir la position rendant votre feu le plus efficace ou menaçant possible. Pour autant, si nous avons vu que le feu bien plus létal rend la masse inopérante, il faut bien trouver une alternative pour pouvoir effectuer ces fameuses manœuvres. Bah oui, autant stratégiquement il est possible de tourner les positions de l'adversaire par de grands mouvements, autant à l'échelon tactique il devient de plus en plus compliqué de forcer les soldats à rester en ordre serré. Ainsi, paradoxalement, alors que les armées n'ont jamais eu autant de troupes, que les échelons n'ont jamais été aussi opérationnels pour pouvoir manœuvrer à plusieurs milliers, les théoriciens et tacticiens vont devoir accepter un nouvel acteur échelon, le soldat. Et c'est ce que nous allons voir dans un prochain épisode. Celui-ci est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.